Ça devient brutal pour moi, ce genre de question, qui je suis. Tu sais, avant, je savais qui j'étais, et de plus en plus, j'avance dans l'âge et dans mon métier d'artiste, dans cette recherche, dans ce labo qui fait que même si tu vas parler des autres, des sketchs, tout ça, tu vas parler de la société ou des sujets peut-être qui sont pas vraiment toi, tu travailles sur toi, c'est un labo qui finit jamais. Et surtout quand tu es dans les comedy clubs aujourd'hui, c'est un laboratoire continu, ça s'arrête jamais parce que tu es en réflexion, tu es en sketch, tout ça. Et je te jure, maintenant, de plus en plus, c'est une question qui se pose. J'ai plus l'arrogance ni la prétention de savoir qui je suis, et tant mieux parce que le jour où tu te définis tant qu'artiste, tu sais qui tu es, c'est cool, c'est bien, ça te donne de la force, mais ça peut être un piège fou, énorme, que je vois plein d'artistes qui font une carrière et après, c'est pas qu'ils sont pas encore bons, mais ça stagne. D'où je viens, moi je suis tunisien. Je suis un blédard, je suis tunisien, je suis vraiment un arabe du bled. Je suis la Matrix, les vrais arabes du bled. Je suis pas l'arabe de France, je suis pas un truc, je suis vraiment culture arabe, culture tunisienne à 100%. J'ai eu la chance aussi d'avoir un tout petit peu la culture francophone avant d'arriver en France, parce que chez nous, le Maghreb, surtout la Tunisie, on est francophone. On est arabe, tunisien, on étudie le français un peu à l'école, mais d'une manière un peu très, voilà, pas très profonde, quoi, tu vois. C'est une longue histoire, moi, parce que sinon, je sais pas si c'est suffisant ta vidéo là pour que je te dise. Moi, en fait, il y a très longtemps que j'ai commencé. Ça va choquer les gens. Il y a 34 ans que j'ai commencé être artiste, vivre que de ça. J'ai commencé à être danseur. Après, j'ai fait danse classique. Je fais une formation de danse classique, ballet, tout ça. Après, j'étais ballet national tunisien. On était les pionniers de la danse en Afrique et dans le monde arabe, à Ok. faire de la danse classique et à faire de la danse contemporaine et de la danse théâtre. Et c'est à travers la danse théâtre que j'ai découvert Pina Bausch, qui était la pionnière de la danse et le théâtre, qui a commencé à être, il commençait à avoir de l'interprétation. Pas que des mouvements de la danse et tout ça. Et c'est là où j'ai découvert aussi un côté acteur. J'ai commencé à devenir interprète. Je commençais à kiffer ça. Et j'ai eu la chance de travailler avec plein de grands réalisateurs et grands metteurs en scène de théâtre, de cinéma. Et ça m'a lancé un peu tant qu'acteur et tant que comédien, tu vois. Et j'ai Ok. fait ma formation, et un jour, je sais pas, parce que c'était tellement marrant pour mes potes et dans la vie, hein. Ça veut Ouais. pas dire que t'es marrant sur scène. Alors, ça C'est c'est deux sûr choses que différentes. ça. J'étais tellement marrant que même les réalisateurs avec qui je travaillais, des grands metteurs en scène, me disaient, fais, écris ton one man et fais-le. Et moi, je suis à l'ancienne. Nous, c'était un peu mal vu si tu as pas encore maîtrisé ton instrument de danseur et d'aller danser, et d'acteur et commencer à faire le métier. Nous, il fallait apprendre le métier, il fallait avoir la confirmation aussi des maîtres que tu es un bon acteur, que tu es bon. Et le jour où j'ai commencé à sentir que je maîtrisais la scène, je connaissais un peu, tu vois, à travers la danse, à travers les chorégraphies, à travers le théâtre, à travers le théâtre classique, les labos aussi, il y avait plein de labos dans le théâtre un peu, comment dire, d'expérimentation, tu vois, théâtre expérimental. C'est là que je sentis que je commençais à être un bon acteur. Je commençais à avoir aussi un peu la reconnaissance. Je commençais à avoir des prix internationaux tant que meilleur acteur, Tribeca New York, Carthage, partout un peu dans le monde, quoi. Valence, plein de villes en Italie, tu vois. Je commençais à dire quand même, je suis un acteur maintenant, tu vois, la reconnaissance internationale, le pays, je commençais à devenir connu, et ça commençait à dire, j'ai commencé à comprendre comment il faut écrire, et j'ai fait mon premier spectacle de one man. C'était un one man et j'étais parmi les premiers dans le monde arabe à mélanger le stand-up et le one man. Je commençais à faire personnage et commençais à casser le quatrième mur. Je parlais comme ça, neutre, tu vois, sans rien du tout. Tu vois. Bah, la France, pour moi, ça a été toujours un rendez-vous d'art, parce que quand j'étais danseur, je venais danser ici aussi dans les théâtres, parce que la danse est très développée, la danse contemporaine, la danse classique en France, et elle est au top. C'est parmi un des pays, euh, un des plus grands pays de la danse, c'est-à-dire la danse a une grande importance en France, elle a beaucoup évolué, théâtre aussi. Et du coup, quand je venais, moi, je commençais à jouer pour la communauté arabe en France. Je jouais beaucoup, j'étais dans tous les grands théâtres parisiens, je jouais même 2, 3, 4 fois par mois, mais en arabe. Et ça me frustrait parce que je commençais à être pote avec tous les plus grands humoristes français qui étaient mes potes, mes frères. On était là en échange, et ça me frustrait de ne pas jouer en français. Et j'ai eu toujours cette envie, parce que j'étais amoureux de Paris aussi, parce que Paris t'offre cette richesse
des endroits, des comedy clubs, des théâtres. C'est un truc énorme, Paris, pour cette, comment te dire, pour cette énergie, et cette énergie du théâtre et du stand-up artistique. J'ai toujours voulu vivre à Paris. Et à un certain moment, je dis, allez, il est temps, j'ai tout fait là-bas. J'avais plus rien à faire, c'est-à-dire que j'ai atteint mon sommet à moi. Et j'étais plus, je sentais que j'avançais plus. Je dis, allez, challenge, je pars en France, je fais des blagues pour les Français, en français, pour les Français qui rigolent jamais. La limite de ton intelligence, c'est les mots. Tu peux pas montrer que tu es intelligent, entrer dans une discussion comme ça, tranchée, bien faite, fine, raffinée, montrer ton intelligence, ton raffinement, ton truc comme ça, si tu manques les mots. Tu vois? Et c'est comme, il me manquait les mots. Et j'arrivais dans un truc qui existe, le stand-up en France. Les Français, ils sont connus par leur éloquence, tu vois? Et les stand-uppers, et moi j'arrive, un mec, j'avais 34 mots et 2 verbes. C'est comme quand t'es milliardaire, je te jure, c'est les mêmes images. T'es milliardaire, mais ta carte de crédit te permet d'avoir 15 euros par jour. Va prouver aux gens que tu as de l'argent. Va vivre bien, va acheter, va manger 3 fois. Va inviter des gens des restos, dis t'inquiète pas, je suis milliardaire. J'ai regardé mon compte, on s'en fout de ton compte. Montre-moi ce qu'il y a, le débit. Et j'avais pas de débit, tu vois. Et du coup, j'étais là. Et à un certain moment, deuxième étape, je commençais à bien parler français, mais j'ai raconté ça à Gad, il a pleuré de rire. Il m'a dit, mais quand même, maintenant tu parles mieux et mieux français, tu vois. Je dis oui, mais j'ai l'impression que comme t'es chaussé d'une très belle chaussure, mais un peu plus grande que toi. Personne ne le voit, mais toi tu le sens. À chaque fois, tu fais un petit mouvement un peu brusque, tu as envie de faire le pitre, tu as envie de faire la cabriole, tu peux la perdre. Et le français, dans ma bouche, je sens qu'il est là, mais parfois il peut, tu vois. Il est fragile. Il est fragile. Je peux perdre à n'importe quel moment une phrase que je connais, que je maîtrise, mais elle veut pas venir. Tu vois. Je te jure, et c'est marrant en même temps si tu as du recul, si tu sais parler de ça, mais je te jure, c'est pas évident. Parfois, tu te dis pourquoi, qu'est-ce que je fais? Il y a un public fou. Il y a toujours eu un public de théâtre, parce que nous, on a un public de théâtre, on a un public de cinéma d'auteur, on a un public très cultivé et un public qui adore aller au théâtre, et on a des festivals de fous, c'est tout l'été. Nous, on a des gens qui vont voir le one man, ils vont voir du stand-up, mais c'est des publics de 10 000 personnes, 5 000, 10 000. Nous, on n'a pas de petits théâtres de 100 personnes, 300, 400. Moi, le minimum que j'ai fait là-bas, 500. Pour moi, c'est une petite salle. Ah ouais. Moi, quand je vais jouer dans une petite salle là-bas, 500, 10, c'est sympa, j'ai envie d'avoir un petit truc intime avec les gens. Déjà, c'est deux choses différentes, on joue pas de la même manière. On n'a pas le même amour du public, on n'a pas la même proximité. Au début, j'arrivais ici, je savais pas jouer devant 40, 60, 50 personnes, 30, 40, 20. J'étais là et j'apprenais. Je savais pas jouer avec le micro, j'étais toujours un truc. Et j'étais là et les mots sortaient pas, allaient dans tous les sens. Et je criais, parce que j'avais l'habitude de jouer devant 10 000, 5 000, 4 000. On livre pas de la même manière. Et j'agressais les gens, ils disaient, il est là. Et moi, j'avais une énergie de 4 000 et j'avais 40 dans la salle. Et je sentais qu'il y avait un truc, il y avait les blagues, commençaient à rire, mais je sentais que il y a un truc, on n'est pas encore d'accord sur l'énergie, tu vois, avec les gens. Et j'ai commencé à apprendre à jouer ici depuis 3 ans maintenant. Je commençais à comprendre ce que ça veut dire une petite salle, ça veut dire une salle de 30, salle de 300, et je joue pas de la même manière. Et ça m'a aidé aussi à comprendre comment jouer autrement dans les petites salles, et ça m'enrichit en tant qu'artiste. Et le plus dur, moins il y a de gens, et plus c'est dur. Ouais. C'est le contraire. Moi, tu me mets 15 000 personnes, c'est moins dur pour moi. Ça peut apparaître comme ça un peu arrogant, mais je te jure, 15 000 pour moi, je les gère plus que 40 personnes. Je vais te dire un truc. Ça fait 3 ans que je suis pas retourné parce que, sincèrement, euh, j'ai peur du confort et du luxe que je peux avoir là-bas, que j'ai perdu ici. Et moi, si je reprends tout de suite là-bas, je vais reprendre directement les grands festivals et une petite proposition de film derrière, une petite émission, parce que j'anime des émissions aussi, des grands trucs, tu vois. Et un petit bon contrat comme ça, je commence à dire, ah tiens, je partirai dans 6 mois. Après, je dis, tiens, j'ai un autre contrat et je compte très bien, et je fais croire à toute cette petite carrière que je suis en train de faire ici, je suis en train de kiffer. Même que c'est un peu dur parfois, mais je me dis, c'est un challenge, faut pas lâcher. C'est trop facile. Bon. Et sincèrement, l'argent et tous ces trucs, je les ai déjà fait. Ça m'intéresse plus. Peut-être un autre jour,
mais j'ai envie de finir mon truc ici. Je commence à tenir un truc bien. Je commence à avoir ma place et tenir un truc qui me fait super plaisir. Je commence à avoir mon public, je commence à avoir mon réseau, mes codes ici, mes trucs que je kiffe ma vie ici, tu vois. Je commence à avoir plein de potes comme toi, comme plein d'amis, c'est-à-dire des collègues et tout ça, et je kiffe cette vie de jouer tous les jours dans les comedy clubs, d'être là, rencontrer des artistes, d'écrire, d'être là en labo permanent. Et sincèrement, j'ai peur. Moi ici, j'habite 60 mètres carrés, ce qui est fou. À Paris, une de mes maisons, 600 mètres carrés, avec piscine. Tu comprends ou pas? Mais ici, je suis sur vélo, trottinette, j'ai 4 voitures et 3 voitures de collection et une douzaine de Vespa à l'ancienne. Tu comprends ou pas? Trop de luxe. Ici, je viens tout seul dans mon vélo, prendre le jouet, te faire insulter en et passant. faire insulter en passant. Frère, là-bas, pour sortir faire mon spectacle, j'ai une équipe, j'ai ma sécurité qui sort avec moi, j'ai un mec qui prend mon sac, un mec qui prend mon costume, j'ai une voiture, un chauffeur, et j'ai un staff de minimum 30-40 personnes quand j'arrive dans les théâtres. Au début, c'est très dur. Parce que tes codes, t'es là et t'es un petit prince chez toi, là où tu vas, les gens te mettent bien, t'as des privilèges, t'es là, tu te bats plus pour ta place, quoi. Tu te bats pour ne pas avoir trop de place là-bas. Tu vois, t'as pas envie que les gens te reconnaissent, tu peux plus sortir dans la rue, même dans le métier, les gens te supplient pour venir travailler dans leur projet, un film, les télés, les émissions, tout ça. Et à un certain moment, même si tu as la tête froide, mais c'est ton quotidien de tous les jours de prince, de demi-dieu, comme ça, qui fait que tu es une star. Il faut lutter, tous les jours travailler sur le fait de garder la tête froide et de ne pas se prendre la tête, tu vois. Et à Paris, c'est paf, chute libre, t'es là, t'es personne, personne ne te connaît, même dans les comedy clubs, tu arrives, d'accord, t'as 2 millions, ils te connaissent, mais d'accord, c'est gentil, ils te disent d'accord, mais fais tes preuves, monte sur scène et fais rire, tu vois. Et heureusement que je me suis battu et aujourd'hui, si je suis sur scène, c'est pas vraiment parce que j'ai 2 millions ou 4 millions, c'est parce que je le mérite et j'ai ma place et je suis efficace sur scène. Et c'est ce que j'ai compris tout de suite, à ne pas mettre ça en avant. Quand je suis arrivé à Paris, je dis aux gens, d'accord, je suis là, je suis connu chez moi, mais voilà, maintenant je connais pas le français, je le parle mal, je sais pas faire rire en français parce que l'humour se traduit pas et c'était pas marrant au début. J'avais des petits moments qui faisaient rire, mais s'il y avait rien qui sortait, mon frère, je faisais des blagues et à la limite les gens pleuraient. Tu comprends? Je comprenais pas pourquoi. Et même moi, je me trouvais pas bon sur scène, donc tu peux pas venir comme ça avec la prétention d'être un grand. Et du coup, je me suis effacé. Et ça t'apprend un peu d'humilité à revenir vers les vraies bases. Et à un certain moment, tu es là et tu sais si tu vaux quelque chose ou pas. C'est comme l'or. L'or, tu l'emmènes n'importe quel endroit, n'importe quel pays, n'importe quel temps, espace, ça reste de l'or. Si tu as des vraies qualités d'artiste, ils vont apparaître, ils vont être là. Parfois, il suffit juste d'ajuster des choses, de comprendre là où tu es et de trouver les codes. C'est ça, et c'est dur, faire rire les Français aujourd'hui. Parce qu'il y a une concurrence, parce qu'aujourd'hui, ils sont habitués aussi à voir plein de gens qui passent, donc il y a cette intelligence un peu de l'art, de la scène. Ils connaissent ce que ça veut dire un stand-up, ils connaissent ce que ça veut dire une vieille blague, une nouvelle blague. Et c'est une mise à jour à faire avec le public parce que c'est le public qui te valide à la fin. Personne ne peut te valider. Même ramène le mec qui va t'écrire le meilleur sketch, le mec qui a réussi. Si le public te dit non, c'est pas marrant, quand tu dis ça, c'est pas marrant. Donc, c'est ce que me donne la France aussi. Après, me donne une liberté, une autre, c'est-à-dire, chaque pays a ses libertés, ses limites. Chaque pays a ses tabous, les lignes que tu peux pas pousser. Et notre métier aussi d'arriver là, au borderline, tu vois, au bord du précipice avec tout ce qui est gênant. Mais comment l'art de ne pas tomber, t'es un funambule. Et comment comprendre les limites de la France, des Français, là où il faut pas trop aller, ça devient gênant. Ou là, ça devient, il y a gênant, mais quand t'es super marrant, gênant, ça passe. Mais après, il y a plus que gênant, il y a le point non-retour, tu bascules et t'es mort. Il y a plus, tu peux plus te rattraper avec le public. Et chaque pays a ses limites, et chaque pays, parce qu'en fait, quand tu gères les codes, tu gères les tabous, tu gères les peurs des gens, tu gères leur sacré, c'est ça être un humoriste. Un humoriste aujourd'hui se casse la gueule, généralement. Tu casses la gueule parce que si c'est pas rigolo, les gens, tout de suite, tu payes la facture avec eux. C'est un grand public.
Tu es en train de les faire rire pendant 10 minutes, 1 heure, et tu rates une blague, ils te regardent genre comme si tu as raté toute ta carrière. Au contraire des footballeurs. Les footballeurs, ils font que rater, ils marquent un seul but, frère, et c'est des champions. Tu comprends là. Et du coup, là, il faut faire attention, c'est un métier. Écoute, j'ai fait acteur, j'ai fait danseur, j'ai fait acteur de cinéma, j'ai fait émission, j'ai fait animateur, j'ai tout fait sur scène. Tout ce qui est, c'est-à-dire tout ce qu'on peut faire tant que art sur scène, je l'ai fait, tu vois. Le plus dur aujourd'hui, faire rire. J'ai fait des trucs dramatiques où j'ai fait pleurer des gens dans des films, dans des pièces de théâtre. C'est beaucoup plus facile que faire rire les gens. Tu vois? En plus, tu te casses la gueule et toi tout seul tu payes la facture. Il y a que toi qui payes la facture. Et la facture, parfois tu la sens pas, mais tu rates 2-3 scènes par jour, même si tu as fait rire hier et le matin ou le soir 10 000, tu joues sur scène, tu rates dans un chicha ou ici au fridge ou dans un autre truc, tu rates, tu rentres avec un truc où ça fait mal. C'est l'orgueil parce que c'est dangereux parce qu'on vend de l'émotion. Donc on s'ouvre, on est sincère et parfois ça marche pas. Mais quand ça marche, c'est un des plus beaux cadeaux du monde. Il n'y a pas plus beau que faire rire les gens et avoir ce retour-là. Et quand tu commences à avoir ça, c'est une drogue que tu peux plus t'en passer. C'est fini, c'est mort. T'es pris par le piège. Sincèrement, j'ai toujours eu des privilèges, moi, parce que moi, par les 2 millions qui sont sur Instagram, il y a 12-13 millions qui me suivent, qui m'aiment et qui ont vécu avec moi. Moi, je suis vieux, j'ai commencé, il y a des gens qui sont nés avec mes feuilletons, avec mes séries, avec mes spectacles, avec mes films. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont ouvert les yeux, ils ont 30 ans aujourd'hui, 20 ans, 25 ans. Ils m'ont dit, je rencontre des gens, j'ai l'impression, je suis un Highlander, j'ai l'impression que j'ai 360 ans. Il y a des gens qui, en apparence, ils ont le même âge que moi. Ils m'ont dit, moi, quand j'avais 5 ans, je regardais tes films. Moi, tu étais une star, mais il y a des gens, ils m'ont dit, moi, j'avais 10 ans, quand j'avais 10 ans, je venais voir ton spectacle. C'est un autre rapport que je peux pas te dire. C'est même pas un rapport des gens qui ont vu une ou deux blagues de toi et qui te kiffent. C'est un rapport, t'es un membre de la famille. Moi, avec les Tunisiens et les Algériens aussi, quelques Maghrébins, je suis quelqu'un eux, ils te disent, tu rentres à la maison. Tellement vu dans la maison que parfois ils me parlent d'une manière tellement familière que mes potes sont gênés. Ils me disent, ça te gêne pas? Je dis, je sais pourquoi ils font ça. Moi, je sais, j'ai compris. Eux, pour eux, je suis comme un membre de la famille, même plus. Parfois, un membre de la famille, tu sympathises pas avec lui comme tu sympathises avec un acteur que tu vois tout le temps. Tu vois? Et donc, je comprends ça et ça m'a donné beaucoup d'amour aussi. Beaucoup d'amour et l'amour aussi dans notre métier est très important. Nous, sincèrement, ça peut être méchant ce que je dis, nous, on est des mendiants de l'amour. On veut de l'amour, tu vois? On veut que ça. Parce que l'argent, ça peut venir et je sais qu'il est là, parfois ça fait plaisir, mais si on t'enlève l'amour de ce métier-là, t'es malheureux. Nous, l'amour de... Moi, j'aurais bien aimé être un citoyen lambda comme ça, et l'amour de mes enfants, et l'amour de ma femme, et l'amour de quelques potes, ça me suffit. Ça me suffit pas, moi. Les artistes, ça leur suffit pas. À tout ce que tu es, frère, est mis sur un microscope comme ça, et multiplié fois 10 000. Tu fais une bonne action, t'es Superman. T'es l'homme qui a sauvé le monde. Tu pars, tu dis une belle phrase sur ta mère ou sur ta nation ou sur je sais pas qui. Pour eux, le lendemain, les mecs t'embrassent dans la rue. Ils m'ont dit, t'étais touchante, t'es notre mec, ma mère t'aime. Mon frère, hier, on a chialé, on a pleuré. Des gens comme toi, ils n'existent plus avec tes valeurs. Tu fais une faute, frère, t'es le diable. Tu fais une faute, tu dis pourquoi. Et c'est les mêmes personnes, parce qu'ils t'aiment tellement, ils te mettent sur un piédestal comme ça, que pour eux, t'as pas le droit de te tromper comme les êtres humains normaux. Ils oublient. Ouais. Mais frère, je dis parfois, moi, écoute, ça va te choquer, je vais aux toilettes. Et j'ai vu des gens, quand je sortais des toilettes, quand on va dans des cafés, je m'arrête, on tournait comme ça, et en me sortant de toilette, je vois une déception. Ça, d'accord, le bâtard, même lui, il fait caca et tout. C'est pas possible. Je te jure, les gens C'est d'accord, un oublient. demi-dieu. Demi-dieu, des gens, c'est-à-dire, je sais pas comment on dit, mystifie comme ça. Ouais. Pour eux, t'es quelque chose de mystique, quelque chose de, tu vois. Et quand ils te voient avec des trucs que eux, ils vivent tous les jours, je me rappelle une fois, une anecdote qui m'a jamais quitté. Une fois, je fais Carthage. Carthage, c'est un festival où tous les plus grands du monde ont joué.
Quand je te dis les plus grands, James Brown, Charles Aznavour, les plus grands humoristes, Gad Elmaleh, Jamel, tout le monde a joué là-bas. Et là-bas, quand c'est plein, c'est 13 000 personnes et 2, 3 000, 4 000 dehors qui trouvent pas leur billet. Tu vois. Et moi, je l'ai fait une vingtaine de fois, ce truc. Une fois, je le fais. Je termine avec une standing ovation, je termine avec 3 000, les pauvres qui n'ont pas trouvé de place là-bas, les gens, ils ont placé les gens sur scène, j'ai les vidéos toutes. J'ai tout. Placé des centaines de gens parce que la scène, il y a une scène de 200 mètres carrés. Tu comprends? C'est un amphithéâtre, un des plus beaux amphithéâtres. C'est un peu le Colosseum de la Rome, tu vois. Okay. C'est un vieux truc où le jour les gens visitent, prennent des photos et en même temps c'est un des plus grands festivals internationaux. C'est une consécration Carthage. Je le fais et le soir même je termine tard, le temps qu'on a tac, on a déballé tout, un petit truc avec mon équipe, on termine vers 2h. Il y avait plus de resto, j'avais faim de malade. Et je vais être dans un quartier un peu paumé, tu vois. Un petit carrefour où il y a les mecs qui vendent les œufs, tu vois. Ouais. Il y a des mecs chez nous, ils vendent les œufs tard, comme ça, les gens, quand ils font un petit sandwich où tu bois des œufs. C'est truc de pauvre. Je m'arrête, moi, avec mon équipe, je suis en train de boire mes œufs, je kiffe. Les petits œufs comme ça, tu vois. Tu prends l'œil, tu mets des trucs, tu vois, c'est un kiff, quoi. J'avais faim en même temps. Et je crois un mec en voiture, il sortait de mon spectacle, je crois, je sais pas fait, il passait. Il était dans mon spectacle. Pour lui, j'étais James Brown, frère. Pour lui, il n'y a pas 2 heures, il me voyait dans un spectacle, 13 000, j'étais le mec, Il m'a dit, oh, tu fais Carthage et tu prends des œufs avec les pauvres maintenant. Déception, wallah, il m'a insulté. Parce que pour eux, c'est impossible. Pour eux, je devais être dans un truc où il n'y a que du caviar, saumon, des trucs comme ça, champagne sur ma tête, même halal, mais sans pain. C'est fou. Et j'ai rigolé, moi, parce que j'ai compris tout de suite. Écoute, pour être sincère, je me suis posé cette question. Merci pour cette question. Aujourd'hui, tu me dis, tu as une carrière, tu vas devenir une grande star, tu vas gagner 10 millions, des trucs comme ça. Ou j'ai une petite condition, moi. Vivre bien, correctement, du fait que tu es tout le temps sur scène comme ça et ça marche, mais d'une qualité, ça marche. C'est-à-dire, quand tu viens me voir, tu dis, le mec, c'est un danseur étoile de la blague. Tu vois? C'est fin, raffiné. Fin, raffiné, bon. Puissant, force, technique, tout. Toutes les dimensions sont là. Le dernier iPhone, avec toutes les applications mises à jour, tout ça, tu ne dis pas, ah, dommage. Et même qu'au début, j'avais un problème que je le dis maintenant. J'étais tout le temps là, me disent, ah, tes blagues commencent à être bien. Je dis, oui, mais j'ai des lacunes en français, je suis pas bon encore, tu te rappelles? Et les gens me disent, oui, malgré tout. Je dis, non, j'ai pas envie que les gens ont de la pitié pour moi. Et c'est comme si tu sais, quand tu montres un dessin, on te dit c'est éclaté, après tu dis non, le mec, en fait, il a pas de bras, il l'a fait avec ses pieds, tu dis ah, mais quand même, c'est un bon dessin. J'ai pas envie d'être le handicapé de la langue qu'on a donné un petit visa comme ça, dire ah, c'est pas grave. Non, je veux quand tu vois Kev, tu vois Ferry Fari, tu vois Kat, tu vois Fressiné, tu vois n'importe qui, tu me compares à eux. Tu dis le niveau, ils ont le niveau, il a le niveau, après chacun a son univers. C'est ça mon but aujourd'hui. Si ça explose, c'est un truc que tu peux pas arrêter. Si ça continue à marcher, mais bien, juste bien, de quoi vivre, avoir une petite dignité d'artiste. Parce que moi, je suis un artiste avant d'être... Et sincèrement, j'ai plus envie de vivre cette pression de resta. Bah écoute, j'ai rien cherché. J'ai même pas appelé des potes, genre, je dis voilà, je commence à être en France, s'il te plaît, Gad, Redouane, Hakim Djimili, mes potes, s'il te plaît, une petite faveur, on a El Madani, s'il vous plaît, je cherche une prod, parlez à celui-là, dites-lui, passez le mot. J'ai jamais fait ça, tu vois. J'ai jamais demandé ce genre de faveur, d'accord? Et j'étais là, on commençait à charbonner, je commençais à être bon. Je sentais qu'on être bon comme je voulais moi, pas bon comme veulent les autres. C'est-à-dire, je commençais à dire, commence à avoir un bon niveau. Tu vois? Et c'est le Fritz qui a lancé une vidéo. Tu vois, en collab. Cross-post en collab. Et même que je trouvais c'était trop long. Parce que j'ai dit 4 minutes et je sais pas, ils ont donné au gars, ils ont mis 10 minutes. Et j'ai commencé à m'énerver. Après, j'ai vu que ça a marché. Je dis, laissez-la. Ok. Et je sais pas, cette vidéo, un jour, j'étais là, je reçois un message de Dark Smile que je connais pas du tout. Dark Smile, je connaissais un peu Jeremy Ferrari, mais Dark Smile, je savais pas ce que c'est.
J'ai appelé deux, trois potes du game. C'est qui Dark Smile? Ils m'ont dit, frère, Dark Smile, c'est là. T'es sérieux, Dark? J'ai dit, Wallah, c'est Dark Smile. Il dit, t'es sérieux? Et je dis, c'est tellement sérieux, je l'ai dit à deux potes, à deux personnes. À un pote et ma femme, c'est tout. Et ils m'ont dit, voilà, on veut voir ton spectacle. Ils sont venus. Venus, il y avait Michael Dian, le producteur, et Jeremy Ferrari. Ils sont venus voir mon spectacle. J'ai déchiré. Les gens pleuraient de rire. J'étais tranquille. Je dis, après, s'ils aiment pas, c'est pas grave. J'ai bien fait mon taf et j'avais peur qu'ils me disent, non, mais c'est pas l'humour qu'on veut, ou c'est un peu, l'humour un peu, tu vois, ça marche, mais c'est pas l'humour moderne qu'on cherche. On va s'installer. Et ils sont sortis du spectacle, ils ont rien dit. Le directeur du théâtre, je dis, ils sont où? Ils m'ont dit, ils ont sorti comme ça, ils ont tracé, tu vois, sans rien dire. Je dis, c'est chaud. Et après, commencé à prendre des photos avec mon public. Demi-heure qui est lent quand tu attends. Il m'a envoyé un message, il m'a dit, on est dans le resto en face. Ça va soulager, je vais. Et je dis à mon ex-producteur qui est toujours avec moi maintenant, je dis, ne viens pas, c'est artistique, c'est pas prod. Tu vois. Je vais les voir, commencer à parler, commencer à me dire des choses extraordinaires sur mon spectacle. On dit, on voit le métier, on voit le travail, et je dis oui, mais moi, c'est pas encore propre. Si vous voulez vraiment me produire, moi, je veux une prod qui me produit en tant qu'artiste en développement. Je suis pas prêt pour la grande lumière. Je suis même pas prêt pour un public professionnel et des gens du métier. Et j'ai dit, j'ai beaucoup encore de lacunes dans mon français et j'ai encore des trucs dans mon spectacle que je trouve pas. Tu vois, les petits connecteurs, les petits mots qui manquaient pour passer, pour que ta phrase Le fil soit rouge le qui fil fait. rouge. Même les connecteurs au niveau de la langue française, tu vois, les petits mots comme ça, je les avais pas encore. Pour lier mes phrases, pour avoir une phrase beaucoup plus riche. J'étais là en mode, parce que j'étais un pro, je te fais rire, mais la petite richesse, là, l'aisance de la langue, je sentais que je chiais encore mon texte, j'étais là. C'était efficace, mais moi, c'était pas le truc que j'ai envie de montrer aux gens. Il me dit une très belle phrase. Il m'a dit, moi, je vois beaucoup le potentiel. Il m'a dit, ce que tu cherches, ta quête de la perfection dans ton travail, tu es un professionnel avec ce que tu as fait en 2 ans en France. C'est sûr que tu vas l'avoir dans 3 ans. Avec nous, tu vas l'avoir une année. On va commencer à travailler, on va t'aider, accélérer le processus. Sur l'amélioration, ils m'ont pas parlé de trucs et j'ai bien quand ils m'ont parlé de artistiquement. Et après, ils m'ont dit, nous, on n'est pas pressé avec nos artistes. Ça, je dis, ah, ça me soulage. Mais après, ils m'ont dit un truc qui m'a mis de la pression. Ils m'ont dit, et en même temps, j'ai aimé, mais ça m'a mis de la pression. C'était super stressant. Ils m'ont dit, nous, on a aimé, mais nous, on travaille en équipe. Donc, l'équipe de mon bureau, qui est fait par des chefs de département qui sont déjà au top du métier, ils vont venir voir ton spectacle. Ils vont être 6, 5 meufs et un mec. Frère, que des blancs, des Français. Tu vois. Et il dit, d'accord, ça m'a mis une pression de malade. Ils sont venus faire mon spectacle. Et après, on commençait à parler avec eux. Au début, ils étaient comme ça. Et après, ils commençaient à parler. Ils ont dit, on a aimé, c'est touchant ce que tu as fait. Et je ne savais pas que j'étais touchant dans mon spectacle. On dit, c'est touchant, le parcours, l'histoire, ton spectacle et tout. Et ça nous parle en tant que Français. Et une phrase que m'a dit Jérémy, je dis, qu'est-ce qui te pousse? Il y a plein de rebeux qui jouent, ils sont beaucoup plus connus que moi, ils sont là, ils sont prêts, ils sont bons. Il m'a dit une belle phrase. Il a descendu personne. Il m'a dit les Arabes en France, les Arabes français, les Arabes qui jouent en France en français, ils sont au top. Vous avez un truc naturel d'être marrant. Il m'a dit mais toi, ton axe, ton point de vue est complètement différent. Et je cherche cette folie, cette différence. Tu vois. Et, et l'équipe m'a dit ça. Après 2 heures de l'équipe, tu vois, ils sont partis. Moi, je commence parti sur les comedy clubs. Je reçois un message de lui directement. C'est la première fois qu'il m'écrit directement. Parce qu'avant, c'était à travers la production. Il me dit, c'est bon, passe à l'étape prochaine, viens au bureau, commence à écrire. Et on a pris tout ce spectacle que j'ai, commencé à le décortiquer, le retravailler. Et là, on m'a mis en rodage. Et à partir de la semaine prochaine, on va refilmer le truc, on va retravailler. Ça va être des heures, 6 heures de travail, le mec. Il rigole pas, le mec, il te met 6 heures de travail tout seul dans un bureau, non-stop. On prend un petit truc à manger, un café, c'est tout. 6 heures de travail. Il rigole pas, le mec. J'ai décroché mon premier rôle au cinéma. Et c'était par hasard. J'étais corps danseur, et je commençais à jouer un peu.
dans le feuilleton, mais je n'étais pas encore confirmé pour le cinéma. Tu vois. Je commençais à devenir une petite resta dans la rue. Je fais un feuilleton qui a cartonné, mais j'étais encore danseur. Et dans ma tête, je n'étais pas encore dans le. Tu vois. Et un jour, j'ai deux potes très connus, deux stars de ma génération, où on kiffait être ensemble. Tu vois. Ils m'ont dit on a un casting. Viens avec nous, après on va sortir. C'est eux qui avaient la voiture. Et je viens, j'attends, et je vois un assistant qui vient me dire, écoute, toi, je te connais, et je vois que tu es très débrouillard, tu es un artiste, j'aime bien ton énergie. Est-ce que tu veux passer le casting? Je dis, frère, moi, je suis pas casting, ils avaient des mecs super beaux, tu vois, des mannequins, des acteurs très connus, mais moi, je sais que je suis un tout petit mignon, mais par rapport à eux, ça y est, il n'y a plus rien, j'existe plus, je suis le vide. Tu vois, le mec charismatique, acteur et tout ça. Moi, j'étais là, il m'a dit, non, non, vas-y, s'il te plaît, fais-le. Et le rôle, frère, c'était le rôle d'un mec assis comme toi, qui est acteur, qui est censé être inspecteur, et qui est en train, l'autre mec, il est dans c'est-à-dire qu'il y a une pression sur lui d'il doit dire la vérité. C'est un petit délinquant qui fait des petits problèmes, tu vois, et je crois que c'est moi l'inspecteur, et le mec, il était le mec qu'il fallait déstabiliser. C'est ça. Et tous les acteurs rentraient avec un texte, ils n'arrivent pas à déstabiliser la personne. Pourquoi? Pour deux raisons. Parce que, un, déjà, il n'est pas castingé, il connaît le texte, il risque rien. Et toi, tu es là et tu dis, ouais, et tu apprends un texte. Et le mec, ils ont tout fait pour le déstabiliser, ils n'arrivent pas. Et c'est des vrais acteurs, ils tenaient à leur texte. Moi, je n'étais pas encore un vrai acteur, j'étais un mec danseur, mais encore sauvage de la rue, de la vie. Je te jure, j'arrive, je lis le texte et je le jette. Le directeur de casting et le réalisateur étaient là, il y avait une caméra comme ça. Genre, ils me disent, allez, t'es le moment de rentrer. Et moi, plus que je suis danseur, chorégraphe, tout ça, je connais le timing, la scène et tout. Je rentre et je laisse un silence pendant 1 minute, je rentre pas, ça crée une tension, ils ne savaient pas quoi faire. J'arrive, je prends un petit truc que je trouve comme ça, je regarde le mec, le mec, il s'appelle Hakim. Je dis, c'est toi, Hakim? Le frère de Aïcha, non, 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 non. Il m'a dit oui. Je dis, non, 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 non. Je dis oui. Je dis, niquez ta mère. En arabe, je dis, oui, niquez ta mère. Il m'a dit quoi? Et je le tape avec le truc sur la tête. Après, ça fait pas trop mal, mais ça fait un bruit très violent. Et il a sorti de son truc qu'il voulait se battre. Je prends un verre, je le casse comme ça, je dis, Wallah, je nique ta mère si tu me dis pas la vérité. Et t'as le réalisateur qui dit, stop, coupez, stop, c'est quoi ça? Moi, je dis, je suis désolé, je sors. Et dans ma tête, je dis, j'ai niqué les trucs de mes potes. Les pauvres, ils ramènent avec eux, je fous le bordel, je sais pas, mais ils vont être virés à cause de moi. Après, tu sais, dans les escaliers, le premier assistant, là, que je connais, il vient, il me dit, le réalisateur vient envie de parler. Je dis, non, il n'y a rien de me dire. J'ai niqué l'ambiance, frère, c'est tout, tu vois. Il me dit, non, s'il te plaît, il a envie de parler. Il rentre, on était tout seul dans le bureau. Il m'a dit, reste. Tu vois. C'est un mec, je me rappelle de son regard. Il était grand comme ça, tu vois. Il me dit, pourquoi tu as fait ça? J'ai dit, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait ça? Je dis, pourquoi tu l'as frappé, tu as fait comme ça et tu as respecté personne? Je dis, non, parce que vous êtes dans une espèce de feuilleton. Je dis, dans la vie, quand tu rentres dans le poste de police, les mecs, ils sont pas aussi propres, aussi calmes, aussi clean, aussi aristocrates, aussi classe. Je dis, moi, ce que j'ai fait là, c'est le minimum. Je dis, dans les postes de police, chez nous, on te frappe, après on te parle. Je dis, moi, au moins, je lui parlais. Et tu sais ce qu'il me dit? Il me dit, qu'est-ce que tu as fait dans la vie? Je dis, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais carrière de danseur et tout ça. Et Wallah, je me rappelle d'une des plus belles phrases qu'on m'a dit dans le cinéma. Il m'a dit, avec des gens comme toi, il faut gagner du temps. J'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il m'a dit, t'as le premier rôle. J'ai dit, quoi? Il m'a dit, t'as le premier rôle. Et c'était mon premier rôle qui m'a lancé dans le cinéma. Travail, bosser, comprendre, améliorer. Si tu as vu, si tu as vu, moi, je vois les parcours d'autres artistes ou d'autres aussi, d'autres champions du monde. Quand tu vois Jordan, quand tu vois Schumacher, quand tu vois les plus grands cuisiniers du monde, quand tu vois les mecs qui ont réussi, dans la forme, on n'a pas la même chose. Mais le fond, c'est des gens qui travaillent comme comment dire, comme des fourmis, petit à petit. Et des gens qui travaillent plus que les autres. Jordan, quand les gens rentraient chez eux, ils ont donné le max. Je parle de BI. Les mecs, déjà, c'est les champions du monde. Quand les champions du monde, déjà, les mecs qui sont là, ils sont rentrés et lui, il travaille 5 heures plus qu'eux.
Cristiano Ronaldo, il fait ça aussi. Il arrive avant l'entraînement, il repart après. Schumacher, frère, quand tout le monde rentrait, tout le monde est rentré, ils profitaient de la fame, de l'argent pour aller faire des restos, des trucs comme ça, leur vivre, c'est normal. Et c'est des champions confirmés. Lui, il travaillait dans l'écurie avec ses mécanos pendant 5-6 heures pour travailler sur les petits détails, comment gagner 1 centimètre sur ce truc, gagner de l'énergie par là, gagner de la profondeur par là, gagner de la vitesse par là. Et ça, c'est comme ça et ça continue comme ça. Moi, par exemple, je kiffe Gad qui est de ma génération et de temps en temps, on a le même discours. Je lui dis de ta génération, frérot, et moi, il n'y a que toi qui viens encore dans les comedy clubs, qui est là, quand si tu le connais pas, si tu l'as jamais vu, Gad, tu connais pas qui est Gad. Tu vois, dans les comedy clubs, tu te dis, le mec, il débute, je crois. Il vient avec son petit carnet, tout en fragilité comme ça, il ne sait pas si ça va marcher ou pas. Après, il sort, il te dit alors, c'était bien. Et lui, après, il vient comme un gamin, il te dit, je t'ai vu tout à l'heure. Et toi, tu as travaillé sur ça, viens, on parle de ça, je te jure. Et je dis, ce mec-là, c'est normal qu'il reste Yad, qu'il va rester là. Et c'est pas parce il a le talent, mais il a plus que le talent. Cette rigueur et cette envie d'être tout le temps là. Et tout le temps en remise en question. Ça, Remise en question parce que frère, t'es gâte, t'es pas gâte. Parfois, même si tu as fait rire des millions, tu as des sketchs de malades, tu montes sur scène, la vérité est là. Parfois, tu as l'impression que tu as écrit une des plus belles blagues de ta vie, tu as fait rire des gens, tu connais. Tu montes sur scène et le public te dit non, et ça fait mal tout de suite, et tu enterres ça ici. C'est une cimetière de blagues là, la scène. Si les scènes, si les blagues parlaient, tu vas voir des fantômes, frère. Je te jure. L'affiche, elle vient de l'idée que moi, je voulais avoir un titre et pendant que je rodais mon spectacle, j'ai écrit loading parce que j'étais encore en téléchargement. Ici, je téléchargeais tout se téléchargeait, je téléchargeais par rapport à la France, à prendre, nanana, mise à jour. Et le jour où j'ai dit mon spectacle est là, après la prod m'ont dit maintenant, parce que je travaille en sous-marin avec la prod, c'est maintenant qu'ils ont déclaré qu'on est ensemble, tu vois. Et allez, à titre du spectacle, commencez à penser, moi je dis je suis bien chez vous. Parce que ça explique en plus mon état en France, je suis bien en France, j'adore la France, même si je revendique des choses, mais pas méchamment, parce que voilà, je suis quelqu'un qui critique mon truc, j'ai un point de vue sur la France, et qui rassure le français. Et du coup, moi je suis dans un pays que j'aime, j'ai un spectacle où j'ai envie que tout le monde soit bien, et moi je suis bien en France, tu comprends? J'ai dit pourquoi mentir, pourquoi tricher? Je suis bien chez vous. Et c'est un peu provocateur par rapport aux gens qui veulent pas que je reste ici. Et par rapport aux gens qui veulent rester ici, viens, je suis bien chez vous, viens, on partage ça, viens, je vous apprends comment on est bien chez vous aussi, tu vois. Parce qu'il y a des gens qui sont chez eux, ils sont pas bien. Et je viens de t'apprendre l'art de vivre, comment être bien dans un pays qui t'offre plein de responsabilités et d'opportunités et d'être responsable, de comprendre n'importe quel pays du monde. J'ai vécu dans plein de pays, moi. Je suis polyglotte, je parle italien, français, allemand, anglais. Il y a des pays, si tu cherches la merde dans un pays, tu cherches le côté obscur d'un pays, il est là. Tu vois? Et si tu cherches le côté où t'es bien, t'es bien. Tu comprends? Et moi, je suis bien en France. Et c'est cette idée qui a commencé à dire, ah, si on fait une affiche comme ça, et un jour, on s'est mis d'accord avec Dark Smile, c'est une confidence là, et on allait shooter mon affiche, moi, dans une famille de Français, des Blancs. 4 jours avant le shooting, ça y est, on s'est mis le jour J en éterné. Comment ça s'appelle Jason Brooke. Jason Brooke, ouais. Il sort l'affiche, lui, avec des blancs, famille de blancs. Et panique, je sais même pas, je lui ai pas dit. Panique, il m'a dit comment, hein, il m'a dit, oh, t'as parlé de ton idée, je dis non, j'ai jamais parlé de mon idée. Ça coïncide, c'est un vrai bosseur, ça va avec son style. C'est pas un mec qui peut pomper des trucs, c'est le mec, je le connais, je le respecte beaucoup, et c'est parmi les gens que je respecte énormément en France. Et je dis voilà, ça coïncidait qu'on a la même idée, je comprends, je connais sa démarche, et sa démarche peut mener vers un truc comme ça. Et du coup, Jérémy Ferrari est rentré en ligne avec nous parce qu'on discutait sur WhatsApp. Il a dit si on pousse, si on pousse, si on pousse. Et c'est lui à la fin qui a trouvé l'idée des cochons. Mon spectacle, je commence en janvier à jouer au Petit Palais des Glaces. Mardi, mercredi à 19h. Mardi, mercredi à 19h, Petit Palais des Glaces. La vie, c'est un lac de merde.
Et l'essentiel, c'est d'y passer sans s'éclabousser. Excellent. Magnifique. Eh ben, merci beaucoup, Lotfi.